Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le jour d'après. Défaite du Real 2-1. Ou bien victoire du Barça, mais je préfère dire défaite du Real 2-1 au Camp Nou. Et franchement, on va pas se mentir, c'est le jour d'après. Hier, il y a eu une petite réaction à chaud. En tant que fan de foot, ça a été désolant de regarder ce match parce que je m'attendais à un spectacle. On a quand même le meilleur joueur de la Liga, on va pas se mentir, c'est Vinicius Junior, face à la meilleure défense de cette Liga. Donc on s'attendait quand même à un clash et quand même un clash, je ne vais pas dire clash des titans, mais ce que je veux dire par là, c'est le classico, c'est le match référence pour tout fan de foot. Donc quand tu allumes ta télé, tu regardes, toi tu supportes l'un, soit tu supportes l'autre, soit tu es neutre. Quand tu regardes le match, tu t'attends à du spectacle. Donc hier, quand on a vu ce que le Real a proposé face au Barça, déjà, je pense qu'on est tous d'accord, la victoire n'a pas été volée. Comme je vous l'ai dit, déjà la reprise de Lewandowski, elle devait rentrer. Donc pour moi, il y a eu vraiment une grande différence au niveau des deux équipes. On a pu voir que le Barça était largement supérieur au Real Madrid. Maintenant, moi, je dis, je le redis, je le répète, le Barça est supérieur à ce que proposent les équipes espagnoles parce que les équipes espagnoles ne proposent pas vraiment grand-chose. Quand Déjà, je vais juste vous montrer la couverture de Marca qui dit à 1 mm de la Liga. Déjà, résumer la Liga à 1 mm parce qu'un but aurait dû être validé nanana pour une affaire de coup d'épaule. Je pense que là, on se fout du monde. On se moque des gens. Et pour moi, un journal pro-madrilène qui sort ça, c'est pas surprenant parce que forcément, il faut être du côté du Real Madrid. Mais je suis désolé. Déjà, la prestation globale de l'équipe a été catastrophique. La prestation globale de ton collectif a été catastrophique. Donc déjà, résumer ça juste pour un but qui n'a pas été validé et que ensuite tu encaisses, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est juste se trouver des excuses. Mais moi, ce qui m'a fait littéralement rire, c'est hier, parce que après le match, vu que je voulais faire une vidéo après match, j'ai été écouter la conférence de presse d'Ancelotti. Et là, je ne pouvais pas vous mentir, là, je me suis dit, vraiment, on se moque de certaines équipes, on se moque du PSG, on se moque de certains entraîneurs, mais on ne va pas se mentir, Ancelotti, je pense que ça, c'est se moquer des gens. C'est se moquer des gens. Donc déjà, je vais vous montrer, parce que j'ai préparé des images, je vais vous montrer, déjà, il commence par dire, nous ne méritions pas de perdre. Nous avons joué un bon match, nous méritions de gagner. Déjà là, il se moque de qui? Parce que en observant la prestation collective du Real Madrid, on a pu voir que le Real ne pouvait pas gagner ce match, en fait. Car le jeu penchait complètement à gauche. Mais bon, on va revenir à ça plus tard. Deuxième, après ça, il nous dit, on a bien joué en première mi-temps. Je ne voulais pas faire de remplacement après seulement 45 minutes. On va revenir là-dessus. Ensuite, il dit, je suis très fier de mes joueurs. Ils ont bien joué. Nous avons bien joué. J'ai fait les bons remplacements, etc. Au bout de 45 minutes, il y avait deux monuments au milieu de terrain. Ils étaient complètement carbo. Même pas carbo. L'intensité que mettent Sergio Roberto, Frenkie de Jong et Gavi fatiguait littéralement Modric et Kroos. Et Modric et Kroos, surtout Kroos, ils ont été pris en tenaille. Kroos, pour bloquer Kroos, au fait, il n'y avait pas besoin de trop. Pour bloquer Kroos, on avait juste besoin de Sergio Roberto. Et Sergio Roberto a littéralement maîtrisé Toni Kroos. Un Busquets qui a été complètement libre de faire ses premières relances car il n'y a aucun joueur du Real qui sort pour faire le premier pressing sur les premières touches de balle. Et deuxièmement, Modric, en première période, je me demandais même s'il était sur le terrain. Je ne sais même pas ce qu'il fait sur le terrain. C'était littéralement, pour moi, je ne vais pas utiliser ce mot, mais pour moi, c'est se moquer des gens. C'est se moquer des gens. Et que l'entraîneur vienne en conférence de presse et que même Thibaut Courtois vienne en conférence de presse et dit oui, on a pris la mauvaise décision, que l'entraîneur dit qu'ils ont bien joué. Écoutez, on va pas se mentir, je sais que parfois il faut rebooster ses troupes, mais appelons un chat un chat. Là, Ancelotti, même si avec toute la carrière qui te poursuit, avec le Milan, Chelsea, Bayern et le Real, on va pas se mentir,
quand tu foires, accepte que tu foires. Parce que le Real, hier, ils n'ont rien proposé. Le Barça a su exploiter tout l'espace que le Real a offert sur le côté droit. Donc déjà, maintenant, je pense que vaut mieux pencher sur l'analyse tactique pour vous montrer exactement ce qui a cloché avec le style de jeu du Real Madrid. Bon, déjà, je vais juste vous faire un bref récapitulatif du match en vous affichant les stats. On a quand même un match 2-1, 17 tirs pour le Barça et 11 tirs pour le Real Madrid, 7 tirs cadrés pour le Barça sur 17 et 3 tirs sur 11 pour le Real. Un pourcentage de balles, une possession à 55% pour le Barça et à 45% pour le Real, 8 corners pour le Barça et 1 corner pour le Real. Quand on regarde ces stats, on va pas se mentir. On avait, et je l'ai dit, le Barça avait faim. Le Barça voulait gagner ce match. Mais le Barça, un début de match, surtout après, on va dire, la première phase de jeu, la frappe de Benzema, on a vu qu'eux, ils avaient du répondant et que Lewandowski a commencé à shooter. Sergio Roberto a mis une frappe qui n'est pas passé trop loin aussi. Donc, franchement, on a vu que le Barça voulait mettre un but. Et ça se voyait. Le Barça, déjà, un début de match où le Real a fait un tir, ils étaient déjà à 3 tirs. Donc, déjà, voilà. Et le Barça, ils prennent un autogol contre le cours du jeu. Sur l'action de Vinicius, il n'y a pas but, au fait. Il n'y a pas but. Donc, déjà, on va pas se mentir, quand on regarde les statistiques, on voit clairement que le Barça a été supérieur à la moyenne, supérieur au Real Madrid. Maintenant, on va analyser déjà la phase de jeu défensive du Barça. Déjà, j'ai la première image où j'ai identifié les joueurs. Camavinga, c'est le numéro 6, Luka Modric, c'est le numéro 4, Toni Kroos, Benzema, Vinicius, Fede Valverde. Et pour identifier les joueurs du Barça, je ne voulais pas mettre surtout au niveau milieu de terrain pour ne pas gâcher la qualité de l'image. Le numéro 7, c'est Sergio Roberto. Le numéro 4, c'est Sergio Busquets. Et le numéro 6, c'est Frenkie de Jong. Et je vais vous expliquer clairement les circuits de passe et ce qui permet au Barça de vraiment maîtriser le Real Madrid dans les phases offensives. Déjà, on va commencer par une chose. Les actions du Real Madrid. Dès que Vini a le ballon, mettons que Vini c'est le numéro 2. Dès que Vini a le ballon, Vini, il a son chemin à lui. Donc, il essaie soit de déborder sur Araujo ou de l'attirer un petit peu sur le côté afin que Benzema ou bien Luka Modric ou Toni Kroos viennent lui proposer une solution de sortie de balle. Et à ce moment-là, quand Vinicius va s'isoler sur le côté, on a toujours un Benzema qui s'insère entre Koundé et Araujo. Et bien sûr, Koundé suit Benzema sur ses actions. Donc forcément, ça crée déjà, ça annule une option pour Vinicius. OK? Ça annule une option pour Vinicius. Surtout que tout le jeu du Real, toutes les phases offensives dangereuses du Real Madrid viennent de Vinicius. Donc déjà, on peut juste résumer le match à ça. Dès que Vini a la balle, Benzema a Koundé en marquage individuel. Même quand Koundé rate une balle, Benzema dévisse complètement sa frappe. Donc, on va pas se mentir, le jeu était vraiment, comme je vous dis, le jeu du Real est stéréotypé. On a un Fede Valverde qui va essayer de s'insérer entre Busquets et Christensen, mais Busquets va pas trop au marquage par rapport à Fede Valverde. Parce que Christensen est là et Christensen va surveiller Fede Valverde. Et Busquets, il est là pour récupérer et faire la première relance. Donc on peut voir que moi j'ai dessiné une flèche où on voit que Fede Valverde va s'insérer entre le numéro 6, qui est Sergio Busquets, et l'autre défenseur, le libéro, qui est Andreas Christensen. Donc forcément, quand on a ça, on peut dire, ok, il n'y a pas de problème. Sergio Roberto, lui, il ne va pas trop au double marquage contre Vinicius quand Araujo arrive à gérer Vinicius. Sergio Roberto, lui, il est vraiment en rétention pour essayer de gérer Toni Kroos afin de bloquer une deuxième option de passe. Donc déjà là, on peut voir que Vinicius a été complètement fermé. Et ensuite, le numéro 6, qui est Frenkie de Jong, suit Modric à la trace parce qu'ils doivent marquer Modric. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que Vinicius fasse? Il ne peut rien faire, car tous les circuits de passe ont été maîtrisés et bien fermés de la part du Barça. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on regarde ces phases offensives, on se dit, ok, maintenant le Real, vous êtes une équipe européenne, vous êtes champion d'Europe, vous pouvez vous arranger et corriger certaines choses durant le match. Et maintenant,
Quand vous perdez la balle, il y a différents circuits de passe que le Barça met en place. Et on peut voir le jeu en triangle entre les deux défenseurs centraux et Sergio Busquets, qui lui va redescendre un tout petit peu quand il récupère la balle, il prend la balle et on peut voir qu'il n'y a aucun pressing. Quand Fede Valverde, lui, de son côté, va un petit peu reprendre son côté droit, il y a Modric qui va peut-être un petit peu venir faire un semblant de pressing sur Sergio Busquets, mais Sergio Busquets, lui, regardez le nombre de circuits de passe qu'il a. Déjà, le premier circuit de passe, le jeu en triangle, c'est pour se débarrasser de Benzema. Et Benzema, la plupart du temps, n'est jamais entre les deux défenseurs centraux et le numéro 6. Ce qui aurait dû être le cas quand c'est l'attaquant de pointe. Mais Benzema dézone tellement qu'on n'arrive même pas à le trouver dans cette zone-là bien particulièrement. Donc, dès que Busquets a la balle, il a non seulement ces deux défenseurs centraux sur lesquels il peut se reposer pour le premier circuit de passe, mais ensuite, il peut rapidement jouer en une touche sur Frenkie de Jong, qui lui va rapidement se retourner et aller chercher Baldé qui est sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que Baldé n'a aucun marquage. Pourquoi Baldé n'a aucun marquage? Demandez-moi pourquoi Fede Valverde déjà n'est pas sur le côté. Quand Fede reprend son positionnement, Fede ne reprend pas son positionnement de manière défensive. On regarde, Fede est toujours entre Baldé et Christensen. Mais Fede aurait dû être sur Baldé. Donc, Baldé, on arrive facilement à le trouver, ce qui permet une troisième option où Baldé va rapidement jouer sur Gavi, qui est le numéro 8, Gavi qui joue entre les lignes, Gavi qui va jouer face au jeu et vraiment, on va dire, vous voyez, la ligne entre le circuit de passe du numéro 6 et du numéro 8, qui est Gavi et Frenkie de Jong, où on va trouver un type de permutation où Gavi va laisser la balle à Frenkie de Jong, qui lui va rapidement retrouver Sergio Roberto qui vient se replacer un petit peu à l'intérieur du jeu, qui est la phase numéro 4. Et c'est à ce moment-là que le Barça arrive à trouver deux solutions en termes de profondeur. Où il y a Rafinha, le circuit numéro 5, où tu peux trouver Rafinha rapidement en profondeur sur le côté droit du Barça, respectivement du côté gauche du Real Madrid. Et il y a une autre option où on peut rapidement retrouver Baldé de l'autre côté avec le déséquilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, quand le Barça maîtrise ses circuits de passe, il est difficile pour le Real de jouer, vu que le jeu du Real est complètement penché à gauche. Complètement penché à gauche. Le côté droit du Real Madrid est inexistant. Moi, on va enlever les circuits de passe. Regardez déjà sur une phase de possession du Real Madrid parce que j'ai regardé le match, pour pouvoir vous expliquer les actions. Vinicius a le ballon, regardez-moi le positionnement du milieu de terrain. Déjà, Camavinga, lui, voilà, il va essayer de contenir. Regardez le positionnement des milieux de terrain du Barça. Le numéro 4, le numéro 6, le numéro 7. Voit que Frenkie de Jong, il n'est jamais trop loin de Luka Modric. On voit que Christensen, lui, Fede Valverde, il en fait son 4 heures. Regardez Benzema par rapport à Koundé. Koundé est toujours sur Benzema. Araujo ne va pas jouer à Vinicius, il va le laisser venir. Regardez le numéro 5 qui est Toni Kroos sur cette phase. Regardez Sergio Roberto, le numéro 7, Sergio Roberto, il n'est jamais trop loin de Toni Kroos afin de pouvoir couper la ligne de passe. Mais maintenant, moi j'ai souligné, regardez-moi le côté gauche du Barça, le côté droit du Real. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour empêcher Baldé de prendre la profondeur? Est-ce que Baldé est nécessairement dans l'obligation d'aller au marquage? Pas du tout, parce que lui, il y a déjà un marquage individuel qui est fait. Donc il a tout son espace pour plonger et attaquer comme il veut. Et en plus de ça, on voit tout ça. Mais moi, j'ai dit une chose. Où est Gavi dans ces phases de défense? Gavi, lui, il va s'insérer gentiment au milieu de terrain pour se rapprocher un tout petit peu. Comme je vous l'avais déjà montré, il va rentrer tout près de De Jong. Il va venir face au jeu. Il va rentrer. Ça va permettre à Baldé de se projeter. Mais Baldé va se projeter, il va aller directement sur Dani Carvajal. Et je l'ai dit, Carvajal, les grandes rencontres, il n'arrive plus à tenir. Donc franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Real on ne peut pas résumer un Classico à 1 mm. Le Barça a bien joué. Le Barça a su couper, a su trouver les points faibles du Real Madrid. Et je le dis toujours, le point faible du Real Madrid, c'est que le jeu est penché sur le côté gauche. Il n'y a pas de déséquilibre. Il n'y a que Vinicius qui puisse te proposer une solution offensive. Donc forcément, si Vinicius, lui, on arrive à le maîtriser, et qu'il n'arrive pas à trouver des sorties de balles en ayant ce marquage individuel que le Barça a pu instaurer au fil du temps, donc forcément, ça crée cette frustration où le Real ne peut pas jouer.
Donc, déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, moi, j'aimerais juste maintenant attaquer sur les phases offensives du Barça. On va faire une transition rapide. Avec moi, j'ai bien délimité le terrain et j'ai représenté tous les joueurs du Barça, surtout sur les phases offensives avec Rafinha et Lewandowski. Donc, moi, comme on l'a fait pour la première image, j'ai bien distribué les postes. On a pu voir la présence de différents joueurs dans différentes zones. Maintenant, on va aller sur les circuits de passe. Regardez le mouvement des joueurs du Real Madrid. Les lignes en noir, c'est le mouvement défensif du joueur du Real Madrid. Regardez-moi le côté droit du Real Madrid. Où est Fede Valverde? Parce que Fede, lui, il va venir directement il va venir s'insérer au milieu de terrain, là où il y a la zone numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que si le Real veut se projeter, lui, avec sa vitesse et sa percussion, il va pouvoir essayer d'apporter une petite pointe de vitesse, ce que Modric n'arrive pas à faire. Ok? Pardon. Le numéro 8, c'est Modric, pardon. Modric, il va pouvoir apporter un petit peu de percussion parce que lui, on sait que sur quelques mètres, pas sur une longue distance, mais sur quelques mètres, il peut prendre de vitesse quelqu'un. Mais avec le jeu et l'intensité physique que Koundé va lui apporter dans cette zone-là, Modric ne va pas pouvoir faire la différence car physiquement Koundé il le mange. Donc déjà ça c'est un problème. Ensuite on regarde la ligne du milieu de terrain du Real Madrid. Le 6 et le 7 respectivement Camavinga et Toni Kroos. Regardez-moi comment ils sont proches. Qui va faire le pressing sur Lewandowski? Parce que le numéro 6, et c'est pour ça que je vous dis que Camavinga n'est pas un 6, Camavinga c'est un 8, lui il peut proposer. C'est plus un milieu. Pour moi, Camavinga est plus créateur que récupérateur. Donc Camavinga, il n'a pas ce réflexe d'aller au marquage de l'attaquant. Quand l'attaquant pointe, le numéro 6 doit prendre l'attaquant de pointe au marquage. Camavinga ne voit pas Lewandowski dans son dos. Camavinga, lui, il regarde la balle. Il ne suit pas cette tâche défensive. Et c'est à ce moment-là que tu mets un Militao qui, lui, va au marquage et essayer de couper tous les circuits de passe que peut recevoir un joueur comme Lewandowski. Ce qui fait que Militao fait énormément de fautes. Et c'est la différence pour moi entre Camavinga et Tchouaméni. Tchouaméni, lui, c'est son poste. Il va savoir quoi faire. Il va savoir quoi faire. Et non seulement il va pouvoir le faire, il est jeune, il a la capacité physique pour, mais il a aussi la capacité de remonter la balle plus rapidement. Donc forcément, quand tu mets... Mais Camavinga, lui, le problème avec Camavinga, c'est qu'il ne peut pas aller au marquage de Lewandowski parce qu'il doit aussi couvrir les faiblesses de Kroos. Ça crée un déséquilibre au niveau du milieu de terrain du Real Madrid. Donc vraiment, comment vous voulez que le Real joue? Regardez le numéro 7, Baldé, le latéral. Regardez tout l'espace qu'il y a. Parce que Gavi, dès qu'il aura la balle, il va s'insérer entre Militao et Carvajal. Camavinga, il n'est jamais dans cette zone. Donc c'est pour cela qu'on peut voir que Carvajal a fait énormément de fautes sur Gavi. Mais si Carvajal est aussi intérieur, comment pouvez-vous imaginer que Baldé, lui qui est un ailier très offensif, ne prenne pas l'espace que crée Carvajal? Moi, je suis désolé. Moi, je vous l'ai dit. Le Barça, ils ont gagné tactiquement. Tactiquement, ils ont gagné. Parce que le Real, ce que a proposé le Real, n'a pas été forcément à la hauteur. Parce que le Real vient avec un jeu misé sur une chose, la profondeur de Vinicius. La profondeur que propose Vinicius sur les phases offensives. Un Rudiger qui, lui, va assister Nacho dans ses mouvements, comme on peut le voir, ils ont vraiment les mêmes mouvements. Rudiger qui suit Nacho à la trace, parce que Rafinha, le numéro 6, dès qu'il a la balle, il va faire la même chose que Vinicius. Et à la différence de Benzema qui va, lui, venir proposer une solution, non. Le Barça, eux, ils ont Sergio Roberto qui va venir dans la zone numéro 2 proposer une solution à Rafinha. Et Lewandowski, lui, il va se concentrer sur sa tâche de numéro 9 et attaquer la surface du gardien. C'est la différence entre le Real et le Barça. Les joueurs, le numéro 9 fait son rôle, fait son travail. Il ne dézone pas pour faire plaisir à la communauté. Il fait ce qu'il sait faire. Et c'est pas pour rien que Lewandowski est le meilleur buteur de ce championnat. Parce qu'il fait sa tâche de numéro 9. Ça a été la même chose pour les Luis Suarez. Luis Suarez avait dézonné, mais quand il fallait être là où il faut, il était là. Benzema avait ce petit truc l'année dernière, mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Benzema, il n'est plus au niveau.
Donc déjà, on peut voir les différents mouvements que propose le Barça. Donc comme je vous l'avais dit, moi, hier, j'ai eu une réaction à chaud. Je m'en excuse. La vidéo d'hier, n'a pas été digne de ce que je propose d'habitude. Donc aujourd'hui, j'essaie de rectifier le tir en vous proposant des solutions tactiques et des points de vue tactiques à mon avis à moi. Donc moi, si vous avez des avis en commentaire, n'oubliez pas de les laisser sous cette vidéo. Ça me ferait énormément de plaisir de vous lire et de vous répondre et aussi de partager ma passion avec vous. Donc la famille, sur ce, prenez soin de vous. Commentez, partagez, likez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Souscrivez à la chaîne et à très bientôt. Prenez soin de vous. Peace.